Fait humain total, fait social total, c'est-à-dire que le vêtement dit beaucoup de choses en fait. Il peut être un vecteur d'expression politique, sociale, identitaire. C'est un objet qui a du sens, qui raconte une histoire. Et c'est ça que j'ai envie de raconter dans Made en fait. Donc c'est vraiment voir le vêtement et la mode d'une autre façon et montrer qu'une autre mode est possible et qu'une autre façon de parler de la mode et de faire du journalisme de mode est possible. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, retrouvez un épisode chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et soutenir la production sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à vous chères auditrices et auditeurs. Bienvenue Cécile. Bonjour, bienvenue, j'allais dire bienvenue, mais bonjour Elsie et bienvenue à tous effectivement qui nous écoutez. Comment vas-tu ? Écoute, ça va, période très dense, on va en parler puisqu'on est en bouclage du numéro 3 de la revue Made et en campagne de précommande, donc c'est assez intense. Mais voilà, je suis ravie d'être là avec toi et de pouvoir parler un petit peu de journalisme, mais de journalisme de mode notamment, qui questionne en effet pas mal de choses. Ouais, c'est ce qu'on va parler. Donc merci de venir partager ton parcours. On va se baser un peu sur ton parcours pour arriver à justement Made. Donc je te présente de manière succincte. Donc Cécile Jeanne Guérard. Tu es journaliste et tu as fondé aussi la revue Made, dont tu es aussi rédactrice en chef. C'est bien ça ? Tout à fait, exactement. Et on peut ajouter que j'ai aussi fondé le collectif UAMEP pour une autre mode est possible, que certainement plusieurs personnes doivent déjà connaître, puisque effectivement on est un collectif avec pas mal d'acteurs maintenant. Et voilà, donc effectivement, je suis aussi engagée au sein du collectif UAMEP. Les auditeurs, vous avez dû sûrement en entendre parler durant l'épisode avec Catherine Doriac, quand on a parlé aussi de la Fashion Revolution. Et c'est tout un écosystème. Tout à fait. Catherine, qui est rédactrice en chef adjointe aux impacts de Made. Donc effectivement, là, ça se recoupe et on va en parler. Made est en partenariat éditorial justement avec Fashion Revolution France et UAMEP. Donc, peux-tu nous en dire plus justement sur toi ? Est-ce que tu as toujours été dans le journalisme de mode ? Pas du tout. Moi, en fait, j'ai un parcours à la croisée de plusieurs choses, des sciences sociales, du journalisme et de la communication. Donc, j'ai fait à la fois un master recherche en sciences sociales et ensuite un master spécialisé au CELSA, justement sur les médias. Donc, à la fois avec des aspects journalisme, des aspects communication et des aspects fonctionnement des médias. Des entreprises de médias. Donc j'ai vraiment cette culture média, on va dire. Donc du coup, en fait, à l'issue donc j'écris depuis très longtemps. Au départ, j'écrivais beaucoup dans la musique pour un webzine. Et après, je me suis orientée vers autre chose pour mon premier job, mais avec toujours en tête, en fait, déjà, je continue à écrire en parallèle, et puis toujours en tête de créer un média, effectivement, qui est vraiment la synthèse, comme je t'expliquais, de tout ce que j'ai pu faire pendant mon parcours. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que donc en 2014-2015, donc j'ai commencé à être sensibilisée justement à tous les aspects autour de la mode responsable et surtout des dérives de la fast fashion. C'est comme ça que je suis rentrée dans ces sujets. Puisque 2014, je le rappelle, un an plus tôt, le Rana Plaza s'est effondré au Bangladesh. Donc c'est une catastrophe qui a été très médiatisée.
même si les dérives de l'industrie de la mode, on en parle depuis longtemps. Et là, j'ai envie de citer un livre qui m'accompagne depuis longtemps, qui est Nos logos de Naomi Klein, donc livre très important. Donc déjà, fin des années 90, on dénonce le fait qu'il y a des pratiques très problématiques dans l'industrie de la mode, avec notamment l'esclavage moderne, le travail des enfants, etc. Donc ça ne remonte pas du tout à la fast fashion, mais ça a été complètement majoré avec l'avènement de la fast fashion, fin des années 90, début des années 2000. Ce dont Naomi Klein ne parle pas dans Nos logos encore, puisqu'elle parle des Nike, etc. Mais ça a été ensuite, effectivement, la suite de tout ça. Donc, c'est pas du tout nouveau. Moi, c'est des sujets auxquels je suis sensibilisée depuis longtemps, mais c'est vrai que j'avais pas eu ce déclic de me dire je vais changer mes pratiques de consommation et je vais vraiment m'engager pour une mode plus responsable. J'étais pas encore dans cette approche-là. Le déclic, donc, ça a été vraiment en 2014 quand je commence à avoir beaucoup de reportages, à m'intéresser beaucoup plus au dessous justement de l'industrie de la mode. Et là, je me dis, je suis aussi personnellement à un tournant un petit peu dans ma vie professionnelle et personnelle, et je me dis, c'est le moment de faire ce que j'ai envie de faire depuis longtemps, c'est-à-dire créer un média. Et le sujet, alors au départ, j'avais pensé à la musique forcément, puisque c'est une de mes passions, mais je voyais pas trop comment me différencier par rapport aux webzines et aux magazines de musique qui existaient déjà. Et pour lesquels, notamment je pense au webzine pour lequel j'ai écrit pendant plusieurs années. Et donc je me suis dit, pourquoi pas lancer un média justement sur la mode alternative et la mode responsable, justement sur ces créateurs qui s'engagent pour une autre mode. Et il y en avait assez peu à l'époque. Enfin, il y avait déjà des blogueuses, ça commençait effectivement à se développer. Le mouvement Fashion Revolution, qui est né juste au lendemain du Rana Plaza, de l'accident du Rana Plaza, était encore tout récent. Voilà, bon, il y avait déjà beaucoup d'initiatives, mais c'était encore assez embryonnaire, en particulier en France. Et donc, à ce moment-là, je décide de me lancer. Alors, je suis encore en contrat salarié, donc j'ai pas beaucoup de temps. Je viens d'être maman, donc c'est pareil, tout ça est assez chronophage. Mais je décide quand même de lancer le webzine ummade.fr, webzine blog en fait, de manière très sans prétention, mais avec et sans beaucoup d'ambition, mais avec cette volonté de mettre en lumière justement des initiatives de mode engagée et alternative. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né le média. Donc au début, c'était un blog amateur, mais j'ai toujours voulu mettre effectivement quelque chose de l'ordre du magazine et de la revue, c'est-à-dire pas me mettre en scène comme une blogueuse, etc. Je l'ai fait un peu au début, mais l'idée c'était vraiment de créer un webzine, et j'avais dans la tête de transformer ça quand la situation se présenterait. J'avais vraiment envie d'en faire une revue papier. Voilà. Donc ensuite, du coup, après avoir ummade.fr, j'ai fait beaucoup de reportages, j'ai développé un petit peu le média, et j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de créateurs, beaucoup d'acteurs engagés dans la mode responsable, notamment donc Ariel Lévy et Élise Redel, qui étaient anciennement les créatrices de l'Herbe Rouge, qui est une des marques pionnières de l'éco-conception en France, puis Catherine Doriac, bien sûr, qui est très importante aussi comme rencontre, qui, elle, fait du journalisme sur l'environnement et la mode responsable depuis très longtemps. Et on décide avec Ariel et Élise de créer en 2017 le collectif Une autre mode est possible, donc qui est devenu le collectif UAMEP, donc dans l'idée de rassembler des acteurs et des créateurs indépendants autour de ces nouveaux enjeux de la mode responsable. Catherine fait aussi partie effectivement des membres historiques du collectif UAMEP. Donc voilà, ça a été le début de l'aventure du label en 2017, et en fait, ça m'a permis vraiment de rencontrer encore plus de gens, de créer des liens avec beaucoup de créateurs, d'entrer vraiment dans cet écosystème. Et fin 2018, début 2019, je me dis, là, c'est le moment de lancer la revue papier et de tenter l'aventure Ummade, mais dans la version dans laquelle je l'avais toujours imaginée, c'est-à-dire une vraie revue papier qui pose un regard différent sur la mode et le vêtement. Et donc, c'est ce qu'on a fait en 2019, puisqu'on a sorti le premier numéro d'Ummade en septembre 2019, après une campagne de crowdfunding pour le lancement du projet. Et ensuite, donc, on a fait suivre ce premier numéro quelques mois plus tard du deuxième numéro qui est sorti donc juste au début de la crise du Covid, donc en février de l'année dernière. Le numéro 3 aurait dû arriver en septembre-octobre, puisqu'on est sur une périodicité semestrielle.
Mais avec la crise, on a décalé de quelques mois. Et c'est pour ça que là, on est donc en passe de sortir ce numéro 3. Merci pour ce beau parcours là, bien riche et bien complet. On voit que ça t'anime sincèrement, que ça n'a pas été juste une prise de conscience juste pour un choix professionnel ou un choix de carrière, mais ça a d'abord été un choix personnel, une prise de conscience personnelle, et ça a engendré en fait un projet à côté au départ, et puis là c'est en train de prendre une ampleur parce que tu participes à tout cet écosystème, à la conversation en fait. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire homemade? J'ai bien aimé, je crois que vous l'avez expliqué dans le premier magazine. Donc HU2MADE. Alors, HU2MADE, en fait, c'est la contraction de deux mots anglais, human et made. Donc, human made, ça fait homemade. C'est donc fait par les humains, pour les humains. Donc, c'est ça veut dire ça en anglais, human made, donc fait pour les humains, fait par les humains. Et aussi, human made, ça peut vouloir dire fait d'humain, c'est-à-dire fait à partir de savoir-faire humain. Et donc, en fait, on se rend compte que ça, nous, c'est les fondamentaux du vêtement. C'est-à-dire un vêtement, déjà, il est destiné à être porté par un humain. Il est fabriqué par un humain et jusqu'à présent, bien sûr, il y a des machines, mais on ne remplacera pas l'humain dans les savoir-faire textiles. On a besoin d'humains pour fabriquer des vêtements. Donc, tout ça, pour moi, c'est vraiment le retour à ces fondamentaux du vêtement qu'on défend et qui sont bien sûr, qui ont été complètement bafoués par toutes les dérives de la mode, des grandes multinationales dont parle Naomi Klein dès les années 90, à la fast fashion. Je le rappelle parce que souvent on l'oublie, à la fast fashion, effectivement, qu'on connaît aujourd'hui, et ce depuis une vingtaine d'années. Donc, human made, retour à la dimension humaine du vêtement. Il y a aussi cette idée de réfléchir justement aux vêtements comme fait humain, comme fait social total, on pourrait dire aussi. Ça, c'est effectivement un concept de l'anthropologue Marcel Mauss. Fait humain total, fait social total, c'est-à-dire que le vêtement dit beaucoup de choses, en fait. Ça n'est pas que, effectivement, c'est une protection pour le corps, mais c'est aussi un langage qui dit beaucoup de choses, qui peut être un vecteur d'expression politique, sociale, identitaire. Donc, voilà, le vêtement, c'est beaucoup de choses, et je trouve que la façon dont est abordé le vêtement et dont sont abordés le vêtement et la mode dans les magazines classiques, il y a quelque chose de très superficiel, de très consumériste. Pour moi, le vêtement, c'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment quelque chose c'est un objet qui a du sens, qui raconte une histoire. Et c'est ça que j'ai envie de raconter dans Homemade, en fait. Donc, c'est vraiment voir le vêtement et la mode d'une autre façon et montrer qu'une autre mode est possible et qu'une autre façon de parler de la mode et de faire du journalisme de mode est possible. Oui, et justement, je reprends une phrase que tu as dite quand on s'est rencontrés, quand on a conversé pour la première fois ensemble pour préparer cette rencontre. Tu m'as dit, il ne peut pas y avoir une autre mode sans un autre journalisme de mode. Et je trouve ça vraiment fort. Alors, personnellement, professionnellement, je rencontre beaucoup d'acteurs qui sont dans la façon, dans la fabrication, la conception, dans les bureaux d'études, bureaux de style et tout ça. Et je rencontre très peu justement de journalistes, donc j'étais super contente de pouvoir te recevoir. Et quand tu m'as dit ça, je dis ben voilà, on est sur la même longueur d'onde. Donc comment est-ce que tu cultives ce journalisme que tu soutiens? Alors oui, déjà, je te remercie encore, Elsie, de me donner la parole là-dessus, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et dont on parle pas énormément. Après, il y a de plus en plus de médias, que ce soit numérique ou print, qui se développent sous ces angles-là, et je peux que m'en réjouir parce que effectivement, comme je le disais, comme tu viens de l'énoncer, il peut pas y avoir un changement de paradigme au niveau de la mode s'il n'y a pas également un changement de paradigme au niveau de la façon dont on parle de la mode, puisque la logique consumériste, ultra consumériste de la fast fashion, elle est entretenue aussi par les médias qui parlent de mode, notamment les médias féminins, dans les sélections shopping, les tendances, les reports sur les fashion weeks, etc. On est toujours dans suivre la tendance, quelle sera la tendance dans 2 mois, les nouveautés. Donc on est dans une vision complètement périssable et consumériste du vêtement. Donc effectivement, c'est complètement
aux antipodes de ce qu'on défend nous. Réfléchir aux vêtements, c'est lui accorder une importance qui fait que on jette pas un vêtement comme ça au bout de 3 semaines parce que H&M vient de sortir une nouvelle collection. Donc, il peut y avoir un vrai journalisme de mode, c'est-à-dire pas uniquement effectivement ce journalisme qui va raconter comment se sont passées les Fashion Week et proposer des sélections de manteaux de telle couleur à ses lecteurs. Je pense qu'il peut y avoir un vrai journalisme qui parle de vêtements et de mode en profondeur, qui aborde des choses effectivement très importantes, hein, qui ont aussi des implications sociales et culturelles beaucoup plus larges. Et effectivement, il y a un autre aspect par rapport au journalisme de mode. Alors, il y a bien sûr des journalistes et des médias qui parlent de mode, qui en parlent très bien. Je veux dire, je ne veux pas faire de généralité là. Je parle de l'environnement dominant et de la façon dont, majoritairement, on parle de mode et voilà, la façon dont la mode est médiatisée, en fait. Il y a un deuxième aspect, effectivement, c'est le manque d'indépendance. Moi, je défends, c'est ma formation journalistique. Moi, j'ai eu comme prof Edoui Plenel, donc le fondateur de Mediapart. L'indépendance, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment inculqué. Elle est à la base d'un journalisme de qualité. Elle est à la base de la déontologie et de l'éthique journalistique. Donc, effectivement, moi, ce qui m'a toujours choqué dans les magazines qui parlent de mode, c'est ce manque d'indépendance avec cette confusion permanente entre de l'éditorial pur et indépendant et de la publicité qui est souvent déguisée en publi-reportage, publi-rédactionnel, et c'est parfois même pas dit au lecteur, c'est-à-dire qu'ils voient des sélections. En fait, les marques ont payé pour être dans ces sélections, mais c'est présenté comme étant la sélection de la rédaction ou autre. Donc voilà, ça, je trouve que c'est très dangereux et je pense qu'on peut vraiment faire un journalisme de mode complètement indépendant avec des reportages d'investigation, des portraits de créateurs, des sélections justement indépendantes où c'est vraiment la rédaction qui choisit ce qu'elle a envie de mettre en avant et être complètement décorrélé des logiques publicitaires. Petite parenthèse, juste, tu m'as parlé de 3 notions, justement, de 3 contenus dans un média et je voulais vraiment le souligner parce que moi, j'avais jamais fait attention à ça. Donc tu parlais, d'édito, enfin vraiment le contenu pur. L'éditorial, voilà, c'est ce qui est produit par le journaliste selon, si le journaliste fait bien son travail, une éthique et une déontologie journalistique qui suppose une analyse des faits, une indépendance, une analyse des sources, etc. Bon, ça, c'est les contenus éditoriaux. Quand vous lisez un article, par exemple, du Monde sur la politique du gouvernement, c'est un article éditorial. Ou un portrait de créateur dans tel magazine, c'est un article éditorial. Après, il y a la publicité. Bon, bah ça, on la connaît toutes. Hein. Toutes et tous, c'est-à-dire ces pages de pub qui sont clairement identifiées comme telles dans les journaux ou les magazines. Et puis, il y a ce qu'on appelle le publi-rédactionnel ou le publi-reportage. C'est ces contenus hybrides où effectivement, la marque paye un espace publicitaire, mais c'est rédigé comme si c'était un contenu éditorial. Et normalement, ces contenus-là, c'est indiqué clairement, publi-reportage, publi-rédactionnel, etc. Sauf que, on se rend compte qu'effectivement, dans Le Monde, vous allez voir publi-reportage, donc là, c'est globalement très respecté à ce niveau-là. Mais dans les magazines de mode, c'est beaucoup plus confus. Et on peut se demander en permanence si Louis Vuitton, qui a 3 pages de publicité dans le magazine, est-ce que ça oriente pas aussi les contenus et ce qui est mis en valeur dans les pages soi-disant éditoriales? Bon, encore une fois, il n'y a pas de généralité, mais il faut savoir que c'est un des gros problèmes quand même du journalisme et de la médiatisation de la mode aujourd'hui. Et donc normalement, ça devrait être noté comme quand on voit publicité retouchée ou sponsorisée, quand on voit un contenu sponsorisé en... Sauf que parfois, c'est noté, mais c'est tellement bien fait au niveau de la mise en page, etc., que le lecteur est trompé. Et je trouve que la base de l'indépendance, ce qu'on disait aussi quand on s'est parlé pour préparer ce podcast, la base de l'indépendance, c'est la transparence vis-à-vis du lecteur. On peut avoir un public rédactionnel dans un média, mais il faut que ce soit expliqué comme tel et que ce soit très clair, qu'il y a de l'argent à la clé et que donc, du coup, c'est la marque qui a payé. Donc, c'est en fait, le public rédactionnel, c'est de la publicité.
C'est juste que c'est pas présenté de la même manière, etc. Mais pour moi, ça devrait même pas exister, cette notion de public rédactionnel. Effectivement, il peut y avoir différentes façons de faire de la publicité, comme il y a des publicités différentes, mais en fait, le public rédactionnel, c'est vraiment le journaliste de la rédaction qui va écrire un article pour la marque, donc en faisant passer les messages que la marque a envie de faire passer, et c'est écrit public rédactionnel, mais on peut le confondre avec du contenu éditorial. Donc, s'il n'y a pas une transparence totale vis-à-vis du lecteur, pour moi, il y a clairement un problème d'indépendance. Et donc, c'est ça, en fait, justement, je voulais qu'on souligne, c'est ce que j'ai apprécié, c'est que cette indépendance, elle est en totale corrélation avec la transparence. C'est une interdépendance et ça marche ensemble. Tout à fait. Et donc une transparence en interne, dans l'équipe journalistique, dans le média, de se dire, qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre ligne éditoriale à nous, et pas d'être guidé par quelqu'un en externe et tout ça, mais aussi face aux lecteurs ou aux auditeurs. Exactement. C'est une transparence totale, et c'est pour ça que, donc, au niveau du modèle économique d'Unmade, aujourd'hui, Unmade, c'est une revue où il y a 0 publicité. C'est la manière la plus pure de garantir son indépendance. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le magazine, ça n'est que nous, la rédaction, donc Catherine et moi, en l'occurrence, et puis on a aussi une équipe de rédacteurs qui peuvent venir en soutien, qui faisons nos choix. C'est-à-dire, on a envie de mettre en avant telle marque. C'est parce qu'on trouve que la marque est intéressante, on a envie de la mettre en avant. Il n'y a aucune contrepartie financière, et il n'y a même pas. Alors après, si la marque veut acheter une page de pub dans Unmade, pourquoi pas? Mais en tout cas, moi, mon choix, avec ou sans pub, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'écrirai la même chose qu'il achète de la publicité ou pas. Grosso modo, c'est ça. Et donc, dans Unmade, on a réfléchi à mettre en place justement quelques pages destinées à des annonceurs. Alors, je dis quelques parce qu'il y a aussi un gros problème dans les médias de mode. Ça, c'est un problème qui est transversal à toute l'industrie de la presse et des médias. C'est-à-dire qu'il y a une part des revenus et du fonctionnement des business models des médias qui se fondent sur les revenus publicitaires. Ça fait vivre les médias. Donc ça, on peut pas non plus, rejeter ça, parce que si c'est clair, ça fait quand même vivre les médias. Le gros problème que ça implique aussi, à mon sens, c'est que il faut tellement de publicité pour financer un média qu'on se retrouve avec, sur 100 pages de magazine, 40 pages de publicité. Ça, pour moi, c'est pas possible, parce que encore une fois, on se retrouve avec un catalogue de publicité où la publicité est quasiment, finalement, prend autant de place que le contenu éditorial. Et puis, en tant que lecteur aussi, enfin... Exactement. Alors, même si là, je parle de publicité sans équivoque, c'est-à-dire pas de public rédactionnel, mais effectivement, j'ai acheté dernièrement un magazine que je trouve plutôt chouette, dont je citerai pas le nom, mais qui se veut être un magazine de mode un petit peu différent. Et effectivement, les contenus sont plutôt chouettes, etc. Mais on tourne, et sur toutes les pages de droite, il y a de la publicité. Moi, c'est vrai qu'en tant que lecteur, je n'ai pas envie d'avoir de la publicité toutes les 2 pages, quoi, ou toutes les pages. Enfin, je trouve que ça noie complètement le contenu éditorial, et on a l'impression, effectivement, de feuilleter un catalogue de produits de consommation, quoi. Donc, moi, ça m'intéresse pas, et je trouve ça, effectivement, je trouve que ça pose des questions. Donc, nous, déjà, première chose, dans l'idée d'introduire une part de publicité dans Unmade, c'est peut-être pas 40 pages sur 100, mais 4 ou 5 pages. Bon, ce qui est quand même totalement différent. Si on a une page toutes les 20 pages, c'est quand même pas la même approche au niveau de la lecture. Et d'autre part, l'idée, ce serait effectivement d'aller toucher des annonceurs qui partagent nos valeurs, et qui soient d'ailleurs pas forcément en lien avec la mode. C'est-à-dire que ça peut être des ONG, des éditeurs, des entreprises culturelles, etc. C'est-à-dire des gens qui partagent des valeurs communes, mais qui sont pas forcément... Alors après, ça peut être aussi des créateurs de mode qui partagent nos valeurs et qui sont dans une démarche responsable. Donc l'idée, si on introduit ça, c'est qu'il y ait des partenariats vraiment privilégiés, que ce soit des annonceurs qu'on choisisse. Mais bon, c'est un luxe aussi de choisir ces annonceurs. Et en plus, on ne pourrait pas de toute façon ouvrir beaucoup d'espace dans la revue, parce que moi, je ne veux pas que la revue devienne justement un écrin publicitaire.
Du coup, ce qui nous reste comme issue, et c'est ce sur quoi on fonde principalement notre business model, et c'est pour ça qu'on est actuellement en campagne de précommande sur Ulule pour le numéro 3, c'est le soutien de nos lecteurs. C'est-à-dire que comme Mediapart a pour slogan « Il n'y a que nos lecteurs qui peuvent nous acheter ». Moi, je défends exactement la même indépendance, c'est-à-dire que pour moi, l'idéal, ce serait que Made réussisse à vivre uniquement grâce à sa communauté de lecteurs et d'abonnés, et que ce soit eux qui, en achetant ou en s'abonnant, en achetant la revue ou en s'abonnant, ce soit eux qui fassent vivre justement le projet. Je me suis posé pas mal de questions aussi sur cet équilibre, cette justesse entre offrir du contenu recherché, qui questionne, qui nourrit en fait, qui nous nourrit les uns les autres, tout en le pérennisant. Et c'est vrai que tout a un coût. Comment gérer ça? Dans tout ce mouvement de re-questionnement aussi de la mode, il y a cette mutualisation qui s'empare aussi et ce partage. Et pas seulement le partage de connaissances, le partage de compétences, mais aussi le partage des coûts. Et je trouve ça super riche parce que du coup, ça nous oblige à nous intéresser aux uns aux autres et qu'on soit auditeur ou lecteur, on n'est pas juste consommateur. On prend conscience de la démarche du journaliste, du créateur. On est plus encore à l'écoute de ses intentions en fait. L'acte de consommation, c'est un acte engagé de toute façon. Enfin, c'est-à-dire que ça engage des choses. Selon nos choix de consommation, effectivement, on va participer au développement de tel ou tel modèle entreprise économique. Donc, voilà, le consommateur, comme on l'appelle souvent, il a ce rôle à jouer. Enfin, j'aime pas trop cette expression, mais c'est vrai qu'elle a le mérite de montrer que le consommateur n'est pas passif, il est actif aussi dans ses choix de consommation. Et justement, comment est-ce que tu encouragerais nos auditeurs qui sont dans cette démarche d'agir pour une mode toujours plus libre? Alors effectivement, moi je les encourage à soutenir les initiatives, comme tu le disais, les initiatives des jeunes créateurs indépendants, à lire et à acheter Made, hein, forcément. Je vais un petit peu prêcher pour ma revue. À aussi suivre des mouvements comme Fashion Revolution France, comme UAMEP, etc., pour effectivement être au cœur un petit peu de toutes les réflexions, de toutes les actions qui se passent autour de l'écosystème. Mais c'est clair que le soutien, effectivement, il vient comme je le disais aussi, dans l'acte d'aller acheter une pièce de créateur, aller acheter justement une revue indépendante, aller soutenir un podcast comme Qu'est-ce que la mode. Voilà, l'action. Et effectivement, si on met ensemble toutes ces petites graines, voilà, et c'est le principe d'une campagne de crowdfunding, hein, c'est-à-dire que chacun participe de 20 € en précommandant le numéro 3 de Made, et au final, on arrive à financer l'impression et à faire vivre la revue. C'est l'agrégation, effectivement, de toutes ces petites actions. Et c'est vrai que moi, je crois, même si on est dans une société malheureusement très individualiste, et je trouve que ça ne s'arrange pas avec la crise qu'on vit aujourd'hui, mais justement, il faut vraiment penser collectif, et je pense que c'est ensemble qu'on arrivera à faire bouger les choses. Et ce que je voudrais ajouter aussi, parce que ça c'est une idée que je défends de manière très, très, très forte aussi, c'est vraiment une conviction. Je pense qu'on n'y arrivera pas non plus sans les grands médias. C'est-à-dire qu'il faut que la prise de conscience, elle soit globale pour qu'on arrive vraiment à changer de paradigme. Et donc être vraiment dans une démarche d'inclure plutôt que d'exclure, en fait. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce qu'on essaie de faire aussi dans la revue, être vraiment dans le journalisme de solution, le journalisme d'impact. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour aller... Alors bien sûr, on cite Naomi Klein au logo et on dénonce plein de choses derrière ça. Mais nous, le but, c'est d'aller montrer comment on peut faire autrement. Quelles sont les initiatives aujourd'hui qui sont porteuses d'espoir et d'inspiration. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'impact journalism ou le journalisme de solution. Et c'est un journalisme qui existe depuis longtemps dans différents champs. Nous, on l'applique à la mode, mais il existe effectivement dans tous les champs de la vie économique et sociale. J'aime beaucoup ce que tu dis, je le souligne, mais apporter une solution, c'est bien d'être conscient, de relever les problématiques ou ce qui va pas, mais en même temps, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'encourage? Est-ce qu'on le cultive? Est-ce qu'on l'arrête? Comment on peut le solutionner? Et solutionner, en fait, ça vient grâce aussi à l'apport d'acteurs qui ont
qui viennent de différentes échelles, de différents domaines. C'est un peu comme la créativité dans la mode. C'est que pour créer un vêtement, on va pas s'auto-inspirer. C'est-à-dire, on va sortir du monde de la mode, on va sortir de l'habillement, on va sortir de l'accessoire. On va aller voir l'architecture, le design produit, on va voir les voyages, on va voir des paysages, on va voir les animaux. Et ça nourrit. Et ça fait grandir. Et ça nous amène à justement être créatifs, à apporter des solutions, à être dans la conversation, en fait, tout simplement. Tout à fait. Non, mais complètement. Et je te rejoins complètement. Hein. J'ai pas effectivement grand-chose à ajouter par rapport à ce que tu viens de dire. C'est en tout cas nous ce qu'on essaie de, parce que dénoncer c'est très important. Mais je pense qu'un rôle, le rôle d'un média et d'une revue comme Made, c'est aussi d'apporter une nouvelle vision et d'apporter des choses qui inspirent artistiquement, qui proposent des ouvertures. On s'appuie sur beaucoup d'associations, comme Fashion Revolution France, qui est la branche française de l'association internationale Fashion Revolution et qui existe dans de nombreux pays dans le monde. Eux font un travail de lobbying formidable, justement, à dénoncer, à mettre en avant, à se battre pour le droit des travailleurs, etc. Ça, c'est formidable. Nous, on s'appuie sur leur travail. L'idée de la revue, c'est vraiment de dire, voilà, il y a ce constat, comment on fait autrement. Voilà. Et c'est vrai que c'est une manière d'envisager les choses sous l'angle de la solution et de l'impact positif. Merci, c'est super riche, encourageant, enthousiasmant. Je me dis, il y a encore plein de choses à faire, mais je suis super contente de pouvoir donner voix à toi, Cécile, du coup, en tant que représentante de ce média. Je mettrai dans la description de cet épisode le lien vers le Ulule, la campagne de crowdfunding. Sachant qu'on peut retrouver aussi dans les contreparties, donc soit le numéro 3, soit le numéro 3 avec le numéro 2 et le numéro 1. Enfin voilà, il y a plusieurs options. Et effectivement, on croise les doigts, on espère que ça va aboutir à l'impression de ce numéro qui est prêt et qui n'attend que ça. Qui n'attend que d'être lu. Je voulais aussi te remercier et te féliciter aussi pour ce super podcast qui est très complémentaire d'ailleurs avec la revue puisque c'est un médium différent. Donc c'est super et j'ai été vraiment ravie de pouvoir partager mon expérience avec toi aujourd'hui et la faire partager à tes auditeurs. Tu nous rappelles vraiment qu'il n'y a pas qu'une seule façon de concevoir la presse, les médias dans la mode. Et puis, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que tu nous invites à plus aussi. C'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire, qu'une seule façon de créer, d'éditer. On peut trouver et retrouver la liberté d'investiguer, d'écrire, de partager. Et que c'est pas juste s'émanciper des grands et des gros, c'est fonctionner ensemble et ramener de l'oxygène dans tout cet écosystème et revenir à plus de clarté. Exactement. C'est vrai que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est un long processus, mais je pense qu'il faut s'accrocher et avec de la patience, je pense qu'on arrivera effectivement à faire bouger les lignes. Prendre le temps pour être plus clairvoyant. Exactement. Moi, je suis un peu une tortue au niveau projet, donc mais bon, ça avance quand même. Mais justement, avec clairvoyance, discernement. Voilà, donc c'est notre encouragement commun. Tout à fait. Surtout, ne pas lâcher. Ça, c'est très important aussi, la persévérance. En tout cas, merci pour ces paroles éclairées et pleines de sagesse. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous. Et partagez votre avis, signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 €, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habillez, habilleurs. À la semaine prochaine.